1996, l'affaire la plus sombre et traumatisante que la Belgique ait connue éclate. Une affaire qu'on peine à évoquer tant les détails sont sombres et sordides, une affaire dont personne ne peut sortir indemne. C'est l'affaire du démon belge, Marc Dutroux. Décembre 1995, Marcinelle. Nous sommes dans un quartier comme il en existe des milliers d'autres en Belgique, des petites maisons mitoyennes en briques rouges dans lesquelles vivent des familles sans histoire. La scène qui s'y déroule, elle, n'est pas banale. Des gendarmes grouillent partout, ils perquisitionnent chez un certain Marc Dutroux. Il est mis officiellement en cause dans une affaire de séquestration liée à des vols de voitures. L'un des gendarmes, René Michaud, descend à la cave avec un serrurier. Il observe, il tend l'oreille. À première vue, rien d'anormal. Hormis quelques objets étranges comme une crème intime pour femmes, des cassettes à caractère sexuel ou un spéculum. Des objets qui, quand on connaît la suite, apparaissent comme des preuves évidentes. Mais pour l'heure, nous sommes encore à la phase de fouille et de suspicion. Et là, sortis littéralement de nulle part, des chuchotements d'enfants. La perquisition vient de prendre une toute autre tournure. D'abord, les deux hommes se figent, puis René Michaud hurle sans réfléchir. « Taisez-vous » à ses équipes. Les bruits des gendarmes cessent, mais pas que. Avec eux, les chuchotements d'enfants. Quelques secondes passent, toujours rien. Ils inspectent la pièce, pas de traces de porte, ni d'un passage, seulement des objets en désordre et des meubles. Il doit y avoir une explication. C'est ce que se dit le gendarme. Et malheureusement, il la trouve, son explication logique. Ce doit être les enfants des voisins. Un matin de semaine, à l'heure de l'école. Tout aurait dû l'alerter. De cet événement, Michaud n'en fera rien. Il n'en écrira même pas un mot dans le procès-verbal de la perquisition. Pas un seul. Pourtant, Mélissa et Julie étaient bien là, encore vivantes, cachées derrière ce qui semblait n'être qu'une simple étagère. À cet instant précis, deux enfants auraient pu connaître un tout autre destin et leur visage n'aurait peut-être jamais hanté la Belgique. Ce jour-là, Julie et Mélissa, sûrement effrayées, ont été laissées à leur sort. Cette scène, si simple et si terrible, résume l'affaire Dutroux. Des occasions manquées, des failles, et derrière l'horreur des crimes, une mécanique institutionnelle rouillée. Parce que l'affaire Dutroux, c'est pas seulement l'histoire d'un criminel, de disparition et d'abus innommables. C'est celle d'un système judiciaire et policier pris en faute. De rivalité entre services, d'informations qui ne circulent pas, de décisions incompréhensibles et d'exclusion de certains enquêteurs. De nombreuses erreurs qui ont précipité 6 petites filles dans les bras d'un des plus grands criminels que la Belgique ait connu. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se plonge plus que dans une simple affaire, on met les pieds dans un phénomène de société qui a bouleversé le quotidien de tous. Même ici en France, le calvaire belge a profondément changé nos habitudes. C'est aussi l'affaire d'un procès qui ne convainc pas, de conclusions d'enquête sans cesse remises en cause, de débats publics qui continuent plus de 20 ans après le procès d'animer les foyers. D'un côté, les croyants, ceux qui pensent que derrière Dutroux, il y a toute une organisation criminelle dans laquelle des noms de personnalités importantes se seraient glissés, et de l'autre, ceux qu'on appelle les non-croyants, ceux qui pensent que Dutroux est un pervers isolé qui a agi seul sans aucune aide. Se font donc face ceux qui accusent le système et ceux qui tiennent pour responsable un monstre, une anomalie. Comment laisser vivre les pauvres ici? Laissez souffrir les enfants! On m'avait manqué! Marc Dutroux s'est évadé du palais de justice. Ma fille Anne qui est morte, oui, en mémoire, elle a été là.
Cette vidéo est rendue possible grâce à Emma qui sponsorise l'épisode d'aujourd'hui. Emma, c'est tout simplement le meilleur partenaire pour vous accompagner en termes de literie pour augmenter votre confort. Moi, ça fait à peu près 1 an maintenant que je dors sur un matelas Emma, depuis ma première sponsor avec eux, et depuis quelques mois, je pense 6 mois, sur un surmatelas qu'on a mis au-dessus. C'est un combo qui est incroyable et je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. En plus, il y a un petit détail aussi que j'aime bien, je vous en avais déjà parlé, mais notamment durant l'été, ils ont des oreillers qui gardent une sensation de fraîcheur. Et en ce moment, c'est le Black Friday chez Emma, donc vous avez jusqu'à moins 50% sur tout le site, du 30 octobre jusqu'au 1er décembre. Et en plus de ça, avec mon code NEOXY, vous avez 10% supplémentaires cumulables avec les promos existantes. Leurs matelas sont primés pour leur confort, leur soutien et leur isolation des mouvements, donc ce qui est parfait quand vous dormez à 2 notamment. Il y a le matelas Hybrid 2 qui a été élu meilleur matelas testé en France en 2025, le matelas Original 2 qui est la nouvelle version de leur best-seller, et l'oreiller Nuage Elite a été élu produit de l'année 2025. Et comme il y a Noël qui approche, je me dis c'est potentiellement une super idée de cadeau utile, par exemple pour vos parents ou vos grands-parents. Si vous voulez vous mettre à plusieurs, en vrai c'est des cadeaux qui peuvent être quand même vachement intéressants. Même si c'est pas directement un matelas, ça peut être un surmatelas qui fait déjà une grosse différence, ou encore une fois des oreillers, il y a plein d'accessoires. Dans tous les cas, vous avez 100 nuits d'essai, la livraison gratuite et les retours gratuits, 10 ans de garantie et le paiement possible en 3 fois ou 4 fois sans frais. Donc si vous voulez en profiter, c'est le moment, jusqu'à moins 50% et 10% en plus avec le code NEOXY jusqu'au 1er décembre. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Merci à Emma de soutenir la chaîne et on retourne à notre enquête. Retour le 24 juin 1995. C'est un samedi comme un autre, à Grasse-Ologne, pas très loin de Liège. Les gens parlent, se reposent, regardent la télé, les enfants jouent dehors. Bref, un jour d'été comme il y en a tant d'autres. Au programme de Julie Lejeune et Mélissa Russo, 2 petites filles de 8 ans, c'est rire, jeu et bonne humeur assurée à la maison. À 17h, changement de plan. Elle demande l'autorisation à la mère de Mélissa d'aller faire coucou aux automobilistes sur le pont qui passe au-dessus de l'autoroute. Rien d'inhabituel, elles y vont assez régulièrement et jusque-là, ça s'est toujours bien passé. La maman dit oui sans trop hésiter et les filles s'en vont. Elle est encore très loin de se douter que c'est la dernière fois qu'elle les verra. Alors, oui, de notre point de vue, laisser des petites filles seules aller faire coucou à des voitures sans surveillance, ça paraît inconscient. Mais il faut se remettre dans le contexte, on est en 1995, la Belgique comme la France ne sont pas encore traumatisées par les enlèvements d'enfants. On en parle assez souvent en général dans les intros de certaines vidéos qu'on peut faire. La vie est plutôt douce et on fait confiance aux voisins dans une société qui n'était pas encore complètement individualiste et tournée vers leurs écrans de téléphone. Les rues étaient différentes, l'ambiance aussi, et les filles connaissaient bien le chemin. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Mais 30 minutes passent, puis 45 minutes, puis 1 heure, 2 heures, et les filles ne sont toujours pas là. Ni chez Julie, ni chez Mélissa. C'est bizarre parce qu'elles auraient dû être de retour vers 17h30. D'abord, c'est une inquiétude mesurée, puis ça bascule. Les parents ont un très mauvais pressentiment, ils savent que ce n'est pas normal, mais comme souvent dans ces cas-là, on se rassure, on garde espoir. Les filles sont sûrement dans le coin, c'est la seule explication possible, mais rien. Ils font des tours de quartier, ils appellent les copines, les gens chez qui elles auraient pu se rendre, ils retournent au pont, rien. La nuit tombe et l'absence se fait de plus en plus présente. Les filles ne sont définitivement pas là. Il faut se rendre à l'évidence, désormais, on cherche à comprendre. Les services de police sont appelés de suite, mais malheureusement, le signalement n'est pas vraiment pris au sérieux. C'est toujours la même rengaine, c'est une fugue, elles vont revenir. Ça, pour les familles, c'est le plus insupportable, insultant même. Ils connaissent leurs filles, elles n'ont pas fugué. Ils comprennent très tôt que s'ils veulent retrouver Julie et Mélissa, il va falloir chercher seuls. Très vite, ils s'organisent et mènent une vraie enquête. Ils questionnent les voisins, 2 hypothèses ressortent très vite. La plus rassurante,
Certains les ont bien vus sur le pont, et l'autre, elle serait montée dans une voiture sans opposer aucune résistance. Bien moins rassurant, mais la voisine n'est pas sûre que les deux enfants soient Julie et Mélissa. Alors, est-ce bien elle ? Rien n'est moins sûr, mais au moins, ils ont des pistes. Le lendemain, on s'organise, photos agrafées à chaque coin de rue, affiches, journal local, radio, rien n'est laissé au hasard. Les parents refont inlassablement le chemin et mènent des battues. Ils sont épuisés, mais ils y croient, ils vont retrouver les filles. Encore une fois, rien. Seule l'absence reste. Dans les médias, on présente très vite que cette disparition n'a rien d'une affaire classique. Quelque chose ne tourne pas rond. Côté force de l'ordre, ça bloque. On prend des notes, on fouille à la va-vite, on promet de rappeler, et rien n'avance vraiment. Surtout, des gestes basiques sont mal faits, pièces mal préservées, indices manipulés sans gants, sans précaution, chambre non scellée. Ces indices gâchés, ces heures dans le vide, c'est du temps perdu. Or, c'est bien connu, dans ce genre d'affaires, chaque minute compte, mais le désarroi des Lejeune et Russo atteint son maximum quand les enquêteurs leur auraient demandé un GSM, en gros un téléphone, faute d'équipement. Pour retrouver leur fille, ils attendaient du professionnalisme. Ils ont vu de l'amateurisme et ils ne l'oublieront jamais. Les jours passent et se ressemblent, mais très vite, ce qui n'était qu'un drame local devient national. Les visages de Julie et Mélissa sont partout. Les parents prennent la parole à de nombreuses reprises, à la fois pour demander plus de moyens et surtout dénoncer le manque de mobilisation. Ils vont jusque sur les plateaux télé et émeuvent le peuple belge. Petit à petit, l'opinion publique se range de leur côté. Personne ne lâche et la Belgique attend des résultats. Ce n'est clairement pas au goût de la justice qui va à plusieurs reprises leur demander de se taire. L'ambiance entre les deux parties reste tendue tout le long de l'enquête. Et pour cause, les parents cherchent leur petite fille vivante. La justice, elle, cherche des corps. Et ça, pour les parents, c'est absolument inaudible. « 22 août 1995. Ça fait presque un mois que Julie et Mélissa ont disparu. Toujours pas de corps, pas de piste sérieuse. Un mois d'angoisse, de questionnement et de pleurs. Pendant ce temps, la vie reprend son cours. Pour beaucoup de Belges, cette période estivale rime davantage avec plage, bar, soirée et amis. Parmi eux, un groupe d'amis vit ses premières vacances sans parents sur la côte à West End. En ce 22 août donc, l'ambiance est légère et insouciante. Jusqu'au lendemain matin, 2 filles manquent à l'appel. Anne Marshall, 17 ans, et Effieux Lambrex, 19 ans. Ils appellent sans attendre les parents et lancent l'alerte dans la foulée. Mais au commissariat de Middelkerk, sur la côte, le signalement n'est pas pris au sérieux. Ils sont habitués et clairement pour eux, 2 jeunes en vacances qui disparaissent une nuit, ça n'a rien d'exceptionnel. L'hypothèse classique et qui a du sens, mais les proches l'assurent, les filles ne sont pas du genre à dormir ailleurs. Surtout qu'elles sont chacune en couple. L'argument n'aide pas et pousse même un policier à répliquer quelque chose d'assez aberrant. « Je suis marié ». Sous-entendez, ça m'empêche pas d'aller voir ailleurs. On peut le dire, la grande classe. Les familles ne se découragent pas. Dès le lendemain, elles déposent un nouveau signalement à Hasselt, leur ville. Cette fois, c'est enregistré, mais sans urgence. On parle encore de nuit qui a dérapé, mais pas d'enlèvement. Même cas de figure qu'à Grasse-Ologne, les familles remuent ciel et terre pendant que les autorités prennent le temps. Le juge d'instruction n'est saisi qu'au bout d'1 semaine. Encore des heures perdues. Aucun lien n'est fait avec Grasse-Ologne. Ici, 2 jeunes femmes, de nuit, sur la côte. De l'autre, 2 fillettes de 8 ans, en plein jour, sur un pont à plus de 200 km les unes des autres. À part qu'elles sont kidnappées par père, rien ne semble coller. La soirée d'Effieux et Anne sera reconstituée après coup. L'enquête établit qu'en fin d'après-midi, elles ont pris
hyper enthousiastes, le tram côtier pour Blankenberg afin d'assister à un spectacle d'hypnose au casino. On est sûr qu'elles y étaient bien puisque plusieurs spectateurs affirment les y avoir vues. Mais à 23h44, la soirée bascule sans qu'elles ne s'en rendent compte. Les filles ratent le dernier tram pour Vestan 2, un loupé qu'elles vont payer très cher. Des témoins les ont aperçues successivement autour de la gare et sur le front de mer, et sur un quai vers 1h20. Comme le trajet en taxi était un peu cher, elles font du stop aux alentours de 1h30. Ce sera la dernière trace. Autant de morceaux de puzzle, mais là encore, pas de fin, pas de conclusion. Dans les jours, puis les semaines qui suivent, la mécanique reprend. Les affiches, les appels à témoins, les prénoms d'Anne et Effieux rejoignent ceux de Julie et Mélissa, mais en vain. Ça fait 4 prénoms et 15 mois. Pour toutes les familles, le calvaire est sans fin, mais dans les deux cas, ils y croient dur comme fer. Leurs filles sont quelque part vivantes. Certains se trompent, d'autres ont raison. Vivantes ou mortes, impossible de connaître la réponse. Par contre, une chose est bien sûre, quelque part, quelqu'un sait où elles sont. Le 28 mai 1996, nouvelle disparition. Cette fois, nous sommes à Caen, à l'autre bout du pays. C'est la petite Sabine Dardenne, 12 ans, qui disparaît sur le chemin de l'école. Comme tous les matins, elle était partie à vélo au collège. En chemin, elle croisait parfois une amie. Ce jour-là, elle était en retard. Et Sabine a continué son chemin seule. Peut-être que si sa camarade avait été là, Sabine serait arrivée au collège ce matin-là. Ou peut-être que le visage de sa copine aurait lui aussi fini placardé dans toute la Belgique. Cette incertitude, c'est exactement ce qui nous terrifie tous. Ce « et si », cette multitude de coïncidences accumulées, c'est ce qui nous fait dire « ça aurait pu être moi ». Et c'est exactement parce que ces disparitions semblent aléatoires qu'elles pourraient arriver à n'importe qui, que ces affaires prennent des proportions énormes. Sabine est partie à 7h20 et devait arriver à 7h30. Elle disparaît donc en 10 minutes. 10 minutes. J'ai essayé de crier, mais tout de suite, il a mis la main comme ça pour me faire taire. Et donc j'ai pas su dire grand-chose. Une nouvelle fois, l'engrenage s'enclenche. Une nouvelle fois, un monde s'écroule. Tout de suite, l'affaire est prise au sérieux. En même temps, ça commence à faire une liste de noms assez longs. Le peuple belge exige des réponses. Où sont les filles ? Le visage de Sabine va être littéralement partout. À la télé, à la radio. L'abattage médiatique est monstrueux. En parallèle, de nombreuses battues sont menées. C'est du jamais vu. On mobilise même des hélicoptères avec des caméras infrarouges pour passer au-dessus des maisons. Mais là encore, c'est le néant. Rien ne fonctionne. Aucune piste ne semble probable et le mystère reste entier. Il faut dire que dans ces cas-là, la difficulté est assez importante. Il n'y a aucun témoin et aucune trace. Pour les familles, c'est insoutenable, mais encore une fois, l'espoir reste. À tel point que les parents de Sabine laisseront tous les soirs la lumière allumée de leur Porsche au cas où leur fille ait besoin de se repérer. Au JT, son prénom rejoint ceux de Julie, Mélissa, Effieux et Anne. 5 prénoms, 4 âges, 3 lieux. L'idée d'une série s'installe, la peur, elle, grandit. Mais l'horreur ne s'arrête pas. Plus de 2 mois plus tard, c'est un nouveau coup de massue. Laetitia Delez, 14 ans, a disparu à Bétrix. Lieu encore une fois totalement éloigné des autres. Elle sortait d'une session piscine avec ses copines et devait rentrer à pied. Sa maison est juste à côté. Moi, je voulais juste une amie. Je pensais pas qu'elle allait faire pareil avec une autre. Il m'a ramené Laetitia après. C'était ma nouvelle copine. Elle n'arrivera jamais à destination et pour une deuxième fois, l'organe judiciaire s'emballe. La disparition est prise instantanément au sérieux et ça va faire la différence. Des témoins ont aperçu une camionnette blanche, le grand classique, dont le conducteur avait un comportement plus que bizarre, à tel point qu'un des témoins mémorise une partie de la plaque d'immatriculation. C'est là que l'affaire prend une autre direction. Sans ce minuscule morceau de plaque, cette histoire aurait pu continuer encore longtemps et des visages auraient pu encore s'accumuler au JT.
Avec ces quelques lettres de plaque, les enquêteurs extraient une courte liste de véhicules possibles, puis croisent avec des témoignages de voisinage et la présence repérée autour de Bertrix. Très vite, un profil ressort et il est bien connu des services de gendarmerie et de police car ses antécédents sont lourds. Marc Dutroux. Déjà condamné pour des faits sur mineurs et des séquestrations. Ce nom, ils l'ont déjà croisé pendant leur enquête. Une sensation s'empare d'eux, ils l'avaient sous les yeux pendant tout ce temps et ils sont passés à côté. Ils sont encore loin de réaliser l'ampleur de ce qu'ils vont découvrir. Mais à cet instant même, le temps presse. Ils le savent, le 13 août 1996, ils interpellent Marc Dutroux. Dans la foulée, une perquisition dans le cadre de la disparition de Laetitia est faite à Marcinelle. On fouille la maison, mais ça ne donne rien du tout. Dans la cave, tout paraît encore une fois banal. Des outils, des étagères, des traces de travaux. On referme et on continue. Par contre, les gendarmes sont plus chanceux dans la camionnette. Un chien marque la présence récente de Laetitia. Mais pas de trace de la jeune fille. Côté salle d'audition, les enquêteurs font enfin face à l'étrange Marc Dutroux, affublé d'une salopette grise et de lunettes noires. Et plutôt à l'aise, il nie en bloc. Il reconnaît bien avoir croisé Laetitia à Bertrix, mais raconte une version pas très crédible. Elle serait juste montée pour parler, puis serait repartie comme si de rien n'était. Alors les enquêteurs se tournent vers Michel Lelièvre, l'ami et exécutant. Et ils ont un avantage de taille pour le faire parler. Il est toxicomane et tient très mal la garde à vue. Les heures passent, le manque le rattrape et la digue cède. Il admet l'enlèvement de Laetitia, décrit le trajet et confirme le rôle de Dutroux. Avec cet aveu, la stratégie change complètement. On remet Dutroux face aux éléments. Il finit par avouer et balance où est Laetitia, mais pas que. Il leur dit sans détour, c'est pas une fille que je vais vous donner, c'est deux. Dans la salle d'interrogatoire, une seule question reste, qui est la deuxième ? Qui vous a attrapé? Dutroux. Je sais pas si vous avez pris l'habitude avec toutes les affaires criminelles qu'on a déjà traitées sur cette chaîne, mais cette phrase, en plus de lâcher une bombe, elle en dit énormément sur Marc Dutroux. Je vais vous en donner deux. Autrement dit, je suis en contrôle. Ça montre bien sa personnalité égocentrique et manipulatrice. Il se met en scène, en sauveur, en arbitre de la vie et de la mort. Et là, c'est complètement lunaire parce que Dutroux, en disant qu'elles sont à Marcinelle, n'est pas cru. Il est obligé d'insister pour qu'on le prenne au sérieux. Il faut se mettre du point de vue des gendarmes, ils sont allés à Marcinelle, ils n'ont vu aucune petite fille, mais Dutroux tient bon. C'est ainsi que le 15 août 1996, de retour à Marcinelle, il révèle l'horreur. Dans la cave, il dégage les bouteilles d'une étagère métallique, puis tire une porte camouflée et lourde de plus de 200 kilos. Il avance et il dit « C'est moi ». Cette planque, les forces de l'ordre le savent, ils auraient pu la trouver. Parce que depuis plus d'un an, c'est pas une, mais 3 perquisitions qui ont eu lieu. Alors comment expliquer qu'il soit passé à côté de ça? Dans cette cache minuscule, 2 visages d'enfants. 2 visages que la Belgique connaît bien, celui de Laetitia et d'une petite fille disparue depuis 80 jours et que beaucoup pensaient morte, Sabine Dardenne. Elles sont toutes les 2 vivantes. La scène est brève, tendue, irréelle. Les policiers les extraient, les couvrent, les mettent en sécurité. En quelques minutes, la Belgique bascule. 2 adolescentes sont retrouvées et l'affaire change d'échelle. Mais un détail vient déranger cette libération. Les filles demandent à Dutroux si elles peuvent garder leur magazine et surtout lui disent merci et lui font la bise. L'emprise de Dutroux semble totale. Les deux en même temps, c'est formidable.
images sont encore très émouvantes. Sabine et Laetitia réintègrent leur famille. Les larmes coulent et un « vous m'avez manqué » prononcé par la petite fille de Quin brise le cœur de milliers de Belges qui assistent émus à leur libération. On m'avait manqué. Mais la joie est de courte durée. Derrière ce qui attend les citoyens belges, c'est l'effroi et l'horreur. Le récit de Sabine Dardenne les traumatisera à jamais. De cette affaire, c'est le témoignage de Sabine qui sera le plus important. La petite fille est restée chez Dutroux 80 jours, contrairement à Laetitia qui n'a fait que 5 jours. Les détails de sa captivité, elle les raconte dans son livre, mais aussi dans une interview que j'ai retrouvée alors qu'elle a 18 ans. Je fais une parenthèse là-dessus parce qu'elle est impressionnante, d'une dignité et d'une clarté exemplaires. Revenons donc à Quin le 28 mai 1996, du point de vue de Sabine. Elle part à 7h20 de son domicile et pédale en direction du collège quand un camion s'arrête à son niveau. Elle n'a pas le temps de comprendre qu'elle est mise à l'arrière du camion. Ça ne fait même pas 5 minutes qu'elle roule. En fait, pendant qu'un m'attrape, l'autre prend le vélo et mes sacs, quoi. Donc, Cartable. ouais, mon sac de piscine, mon sac de sport, tout. Dutroux et Michel Lelièvre lui donnent des cachets pour la sédater, mais bien décidée à ne pas se laisser faire, elle n'en prend pas l'intégralité. Elle est donc à moitié consciente tout le long du trajet. Arrivé à Marcinelle, il lui demande de rentrer dans un coffre pour ne pas être vue avec la petite. Un moment qui la marquera à jamais. Les 3 premiers jours dans la maison de Marcinelle, Sabine est attachée au cou, nue dans un lit et droguée. Ce que Dutroux lui a fait dans ce lit, vous vous en doutez, était effroyable. Mais il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre, mais comme j'étais somnolente, je voyais pas trop bien. Moi, je pense bien que c'était le lièvre. Au bout de quelques jours, le démon belge lui raconte que ses parents ne veulent pas payer la rançon pour la libérer au chef de Dutroux. Concrètement, il lui raconte qu'il s'en fiche, et c'est pour cette raison que Sabine est en danger de mort, car sans rançon payée, elle ne sert à rien au réseau criminel. Et c'est là qu'on mesure l'ampleur de la manipulation de Dutroux. Son chef qui veut une rançon est imaginaire, mais tant que Sabine y croit, il peut se faire passer pour le gentil, qui veut la sauver, mais pour ça, elle doit lui faire confiance. Donc en fait, il vous avait présenté l'endroit comme un endroit salvateur pour vous, donc vous étiez bien là. Ouais, pour lui, je devais être bien, quoi. Et vous aviez l'impression d'être protégé. Ouais, un petit peu, ouais. Quand même. Elle le suit pour se cacher dans le sous-sol de la maison. Une consigne est donnée, comme elle est en danger, elle ne doit pas faire de bruit et ne doit parler qu'à lui. Il peut faire ce qu'il veut d'elle, mais pour être sûr qu'elle ne se rebelle pas, il invente plusieurs stratagèmes. C'est ainsi qu'au cours de sa captivité, il demande à Sabine d'écrire des lettres à ses parents, lui faisant croire qu'il est en lien avec eux. Il lui raconte qu'ils vivent bien, qu'ils continuent leur vie comme si de rien n'était. D'ailleurs, ils ont même sorti la piscine. Dans la cache, Sabine est en colère, ne comprend pas, et surtout, elle se croit punie. Alors dans ses lettres, elle s'acharne à prouver qu'elle a toujours aimé ses parents et qu'elle mérite de revenir vivre avec eux. Évidemment, ces lettres, Dutroux ne les envoie pas. Moi, je pensais que c'était une punition. Que si j'étais là, c'est parce que j'avais pas été gentille avec mes parents. Donc je pensais que c'était moi la mauvaise, en fait. Revenons à la cache. En résumé, un enfer. Approximativement 1,60 m de haut sur 1 mètre de large et 2 mètres de long. C'est tout. Un petit cagibi, sans lumière naturelle, avec pour toilette un seau hygiénique. Un traumatisme pour Sabine, l'hygiène dans sa captivité, il n'y en a pas. Ou quand elle a le droit à un bain, ce n'est jamais seul. Je devais remonter mon seau dans lequel je faisais mes besoins pour le laver, tout ça, je prenais mon bain. Parfois c'était tous les jours, parfois une fois par semaine. Après... Avec lui parfois. Tout le temps. Dans sa prison, il y a néanmoins quelques objets pour passer le temps, notamment une console et une petite télé. Elle a également ses affaires d'école et un carnet dans lequel elle écrit.
Elle se fait un calendrier qu'elle annote et qui l'aide à rester connectée à l'extérieur. Elle peut ainsi imaginer sa mère au travail ou en week-end et ça l'aide à tenir et garder la notion du temps. Plus fort encore, sur son calendrier, elle note tout, notamment les visites de son geôlier par des ronds, ses absences par des croix, et elle dessine des étoiles rouges quand il fait monter en haut dans le lit. À chaque fois, le nombre d'étoiles correspond à l'intensité de son calvaire. Ce carnet de bord, il lui a non seulement permis de survivre, de maintenir un cadre, une routine là où il n'y en avait plus, mais est aussi un document incriminant envers Dutroux, une preuve de ce qu'elle a vécu et un moyen fiable de connaître les allées et venues de Dutroux durant cette période. Parfois, il l'emmène dormir avec lui à l'étage et l'attache avec une chaîne qu'il relie à sa propre cheville. Elle est prise au piège et au fur et à mesure que les jours défilent, Dutroux attribue un rôle à sa captive. Elle devient sa petite femme, surnom qu'il lui attribue. Il tente de normaliser la situation et donne un rôle actif à cette petite fille. Concrètement, quand elle est remontée à l'étage, il lui demande de ranger, de faire un peu le ménage, de nettoyer la vaisselle. Il établit des rituels, manger quand il l'a décidé, regarder la télé près de lui, mais il zappe dès que les infos passent. Il ne faut pas que Sabine sache qu'on la cherche. Une mise en scène de couple qui camoufle l'emprise, banalise l'horreur et donne la sensation à la captive d'être complice de sa séquestration. Malgré cette emprise et la peur, Sabine essayera une fois de s'échapper, mais la tentative tourne mal. Une fois persuadée que la maison est vide, Sabine saisit sa chance. Elle pousse sur la paroi de la cache et là, craquement sec, un morceau se fend, se détache. Panique immédiate, elle comprend qu'elle vient de laisser une trace. Elle recule dans la cache, rabat la couette, se recroqueville, immobile, retenant son souffle jusqu'au moindre bruit de pas. Ce moment ne lui vaudra entre guillemets qu'une engueulade. Sabine est différente des autres et c'est sûrement ça qui lui a permis de tenir dans ces conditions horribles. Elle a du caractère et ne se gêne pas pour dire quand ça la dérange. Elle a du répondant, elle refuse certains médicaments, discute, négocie pour son confort. Ce ne sont pas des victoires spectaculaires, mais des points d'appui qui lui permettent de rester un minimum elle-même. Dutroux ne parviendra jamais à lui retirer qui elle est, à l'annihiler et faire d'elle un objet. Un jour, Sabine s'ennuie et en a marre. La pauvre est là depuis plus de 2 mois. Elle est fatiguée de cette vie. Elle va faire une demande qu'elle regrettera. Elle demande une amie pour passer le temps. La requête est innocente, elle pense que Dutroux la sauve des méchants. À aucun moment, elle ne pense que sa requête signifiait l'enlèvement d'une autre fille. Évidemment, elle n'y est pour rien, mais quelques jours plus tard, Dutroux vient la chercher et la fait monter à l'étage. Il lui montre sa nouvelle copine. Elle est enchaînée, elle aussi nue, elle aussi dans le lit, et c'est là que Sabine comprend, cette fille va connaître le même sort qu'elle. Laetitia Delez rejoint Sabine dans la cache hyper exiguë et là, les langues se délient. Sabine explique à Laetitia que Dutroux les sauve et qu'il faut rester bien caché. Mission accomplie, Laetitia avale l'histoire elle aussi, mais ce n'est pas tout. Laetitia apprend à Sabine, on se le rappelle, persuadée que personne ne la cherche, que le pays tout entier et ses parents la cherchent sans répit. Complètement endoctrinée, Sabine ne la croit pas. Puis, après seulement quelques jours, les filles entendent le fameux « c'est moi » de Marc Dutroux. Mais cette fois, quelque chose est différent, il y a du monde avec. À ce moment-là, elles sont persuadées que ce sont les hommes qui veulent les tuer. Elles sont pétrifiées, elles se serrent l'une contre l'autre si fort, et quand la porte coulisse, elles pensent toutes les deux que c'est fini pour elles. Heureusement, Laetitia reconnaît un policier, elle comprend, elles sont sauvées, mais Sabine refuse de sortir. Laetitia finit par la rassurer. Et c'est à cause de cette emprise et de sa manipulation que les filles remercient Dutroux en sortant de la cache. Ce merci, Sabine l'a encore de travers des années après, comme si elle se trouvait stupide. Mais Sabine n'avait que 12 ans, il lui a enlevé son innocence et l'a manipulée, ne l'oublions pas. Un détail a marqué à jamais tous ceux qui ont vu la cage de Dutroux.
un prénom écrit sur le mur de la cache, Julie. Car oui, c'est bien Marc Dutroux qui est responsable de l'enlèvement de Julie et Mélissa. Et cette trace prouve qu'elles aussi ont connu la cave de Marcinelle. Ce qu'elles ont vécu là-bas, on ne le saura jamais, mais le récit de Sabine laisse imaginer qu'elles n'ont pas connu mieux. Les enquêteurs l'ont compris, Dutroux est très loin d'avoir livré tous ses secrets. Ils font l'inventaire des adresses, chantiers et terrains liés à Dutroux, Marcinelle, Sarre-la-Bussière, Jumet. On recoupe avec les voisins, on écoute des histoires de terre retournée, des travaux la nuit, on inspecte les tickets de matériaux, les allées et venues, et dans le lot de maisons, une ressort, celle de Sarre-la-Bussière, parce qu'il y a clairement des remblais récents, peut-être le dernier tombeau de Julie et Mélissa. On sort les pelleteuses, les chiens, on quadrille le jardin, on ouvre des tranchées, et rien. Pas de traces des petites disparues. Pourtant, ils en sont persuadés, c'est un crime de Dutroux. On passe des heures à chercher un accident du sol, on rebouche, on recommence plus loin, toujours rien. Même scénario à Jumet, dans le hangar, une dalle, de la ferraille, on sonde, on entame, on gratte, et on s'arrête faute d'indice net. Mais la vérité est enfouie bien plus bas qu'on ne l'imagine. L'absence de preuves, de corps, rend complètement fou. Parce que vraiment, tout pointe vers lui. Il ne reste qu'un moyen, les auditions. Alors après avoir cuisiné son entourage, on confronte finalement Dutroux aux détails matériels et aux incohérences. Et là, il comprend qu'on est au seuil, qu'il ne va plus pouvoir mentir longtemps. Il remet sa cape de sauveur et finit par lâcher les points précis. Sarre-la-Bussière d'abord, là encore, les gendarmes ont du mal à le croire. On en revient à peine. Le 17 août 1996, Dutroux est amené à Sarre-la-Bussière. La vision est insupportable. Il dirige les fouilles comme s'il était l'homme de la situation. Mais à ce moment-là, les forces de l'ordre serrent les dents. Ils le savent, sans laisser Dutroux se prendre pour le chef, ils ne retrouveront pas les petites. Ils doivent ça aux parents et on creuse là où on avait déjà creusé, mais plus profond, à 3 mètres exactement. Et là, on tombe sur un corps. Puis un deuxième et un troisième. Mais le dernier est différent. C'est celui d'un homme adulte. C'est Bernard Weinstein, son ancien complice, qui l'a tué parce qu'il en savait un peu trop. Tout est là. Des mois de recherche, d'interrogation, de peur et d'angoisse qui s'achèvent à cet endroit en ce 17 août. Sur l'endroit de fouille, c'est le silence qui règne et une ambiance de mort. Des gendarmes s'énervent, d'autres partent souffler 5 minutes, la scène est invivable. La Belgique est en deuil, à la télé, les larmes d'un peuple tout entier coulent. Ils étaient encore loin de se douter que la saga Dutroux n'était pas finie. Au contraire, elle ne faisait que commencer. Le 3 septembre 1996, à Jumet, c'est enfin les corps de Effieux et Anne qui sont sortis de terre. Ils étaient dans la maison de Bernard Weinstein. Là aussi, on réalise avec rage qu'on était déjà passé au bon endroit sans oser aller plus bas. Chaque pelle de terre dit la même chose, on avait tout autour, mais pas la clé. Dutroux est resté maître jusqu'à la fin. Après la découverte des 5 corps, il faut supporter les détails. Les autopsies révèlent que Julie et Mélissa sont mortes de faim, de soif et sûrement de peur. Le sort exact que le démon belge leur a réservé, personne ne le connaîtra jamais. Personne, à part Dutroux. Quant à Anne Marshall et Effieux Lambrex, elles étaient parties s'amuser en vacances. Leur triste destinée s'est achevée à Jumet, dans cette cour close sous le béton. L'autopsie confirmera les dires de Marc Dutroux. Elles sont mortes par asphyxie, vraisemblablement après avoir été enterrées vivantes. Sédatées certes, mais enterrées quand même. Ce qui sidère, c'est la cohérence cruelle des trajectoires. L'été 95 pour Julie et Mélissa, enfermées à Marcinelle, mortes avant le printemps 96. Puis l'été 95 encore pour Anne et Effieux. Elles se sont retrouvées au même moment dans la maison d'un monstre. Leurs destins se sont entrechoqués. Peut-être se sont-elles vues. Ça aussi, on ne le saura jamais.
Avec les aveux de Marc Dutroux, on en sait un peu plus sur ce qu'il s'est passé pour Julie et Mélissa. Elles ont été retenues captives plusieurs mois avant que Dutroux ne soit arrêté pour des faits complètement différents, vol de camion et séquestration d'adultes. Les petites sont littéralement mortes de faim pendant son absence. Quand elles sont mortes, on ne le sait pas. Les circonstances exactes, non plus. Mais ce qu'on apprend par la suite, c'est que quelqu'un était bien chargé de s'occuper d'elle. C'est Michèle Martin, l'épouse de Dutroux, mère de ses 3 enfants et surtout complice de ces crimes abominables. Le comble de l'horreur est atteint quand on découvre la profession de cette femme banale à l'allure presque sympathique. Elle était institutrice. Michèle Martin sait que les enfants sont là, elle ne les aide pas. Cette séquence, la Belgique ne la pardonnera jamais. Au procès, elle dira que c'est parce qu'elle était tétanisée par la peur de son mari et par les fillettes elles-mêmes qu'elle ne leur est pas venue en aide. Ouvrir la trappe l'effrayait, elle craignait que les enfants se précipitent sur elle comme des fauves et que Dutroux la punisse, une justification qui ne convainc pas complètement. Pour d'autres, cette explication en dit long sur l'emprise de l'ogre belge. On apprend aussi, morceau par morceau, ce qu'Anne et Effieux ont enduré. Capturée, droguée, elle aussi enchaînée nue au lit de Marcinelle, alors que Mélissa et Julie étaient juste en bas. Puis, les deux sont vite évacués, puis déplacés et enfin supprimés de la surface de la Terre, littéralement. Elles ont été tuées très rapidement après leur enlèvement. Pourquoi ? Probablement parce qu'elles étaient néerlandophones et non francophones comme Dutroux. Et avec la barrière de la langue, la manipulation est presque impossible. Dans cette logique du mal, Dutroux avait une conviction, il ne fallait laisser aucune preuve. Comment il l'a compris ? Eh bien, il avait déjà écopé de 13 ans de prison pour abus sur mineurs en 1989, et ce jour-là, il avait retenu la leçon. Plus jamais. Les agressions ? Non. Plus jamais il ne laisserait de traces de ses crimes. Autrement dit, désormais, il tuera ses victimes. Sur les 13 ans, vous savez ce que je vais dire, hein, il n'en fera que 6. La raison, c'est la classique bonne conduite. Le 6 avril 1992, la justice libère pourtant Dutroux, malgré l'avis défavorable des psychiatres. Oui, les calculs ne sont pas bons, ça fait 3 ans, mais il était en détention préventive depuis 86, donc c'est bien 6. Michèle Martin, qui était déjà complice à l'époque et enceinte d'un de leurs enfants, écopera de 5 ans, mais n'en fera que 2. Bon, vous vous en doutez, quand ces informations sortent dans la presse, c'est l'indignation la plus totale. Dutroux aurait dû être en prison en 95 et 96, et si la peine avait été respectée, Julie, Mélissa, Anne, Effieux, Sabine et Laetitia auraient grandi dans l'anonymat le plus total. Pour beaucoup de Belges, la justice est aussi coupable que Marc Dutroux, voire même plus. La colère monte. Comment laisser vivre les pauvres ici? Laisser souffrir les enfants qui n'en peuvent rien! De jeunes! Oh, j'en peux plus! Car oui, la Belgique est très loin d'avoir découvert le pire, le plus insoutenable. Non, le plus insupportable réside peut-être plus dans les failles judiciaires et les loupés d'enquête. En gros, tout ce qui a permis à Dutroux de continuer son parcours meurtrier. Parce que ce qui ressort, c'est qu'il leur est passé sous le nez un bon nombre de fois. En cause, principalement la rivalité gendarmerie et police judiciaire qui n'a pas permis que la justice se fasse. Des blocs qui ne se parlent pas, chacun garde ses infos et l'enquête n'avance pas. Les parquets et juges ne sont pas informés au même moment. Des indices simples sont maltraités, une cassette d'infos enregistrée sur la disparition de Mélissa et Julie laissée, des objets restitués, des découvertes non consignées, des réunions sans procès verbal, des perquisitions qui ne percent pas. On remonte encore une fois le fil, bien avant le premier enlèvement. Dutroux est signalé en 1993, des gendarmes constatent chez lui des travaux de cave et des informateurs rapportent déjà la présence de caches pour y loger des enfants. On le prend en note et on repart. Le signal est pourtant clair, il y a un récidiviste qui creuse des caves. C'est totalement normal. Juillet 95, Julie et Mélissa disparaissaient. Le 7 juillet, soit 2 semaines après, la brigade de Charleroi faxe à Grasse-Ologne un portrait précis de Dutroux, nom, adresse, passé, l'histoire des caves aménagées,
tout y est pour en faire un suspect prioritaire. En même temps, début août 1995, les retours de terrain, des agents infiltrés si vous préférez, sont clairs et nets. Dutroux a un projet d'enlèvement. C'est le début de la fameuse opération Othello. Une opération qui consiste à surveiller les maisons de Dutroux et les filmer. Notamment celle de Marcinelle où ont été retrouvées les filles. L'initiative aurait pu être bonne et utile si la juge en charge des dossiers de disparition avait été informée. Ce ne sera jamais le cas. Pareil du côté du procureur de Charleroi, qui connaît pourtant bien le passé de Dutroux, il découvre tard que Dutroux est la cible d'une surveillance sur des enlèvements d'enfants. Parce que le comble de cette opération, c'est qu'elle a été menée alors que Julie et Mélissa sont à l'intérieur. C'est plus qu'un échec, sans compter que des perquisitions après l'arrestation de Dutroux pour l'affaire des camions, il y en a eu plusieurs, dont celle où ils ont entendu des voix. Et ce qui va poser problème, c'est pas tant qu'il n'ait pas trouvé les filles, mais qu'il ne l'ait pas mentionné dans le procès verbal. Ni les voix d'enfants, ni les objets hyper louches comme le spéculum et compagnie. Ils trouvent même des cassettes à caractère criminel, ils n'en feront strictement rien. Conclusion, la perquisition est déclarée négative. Mais ça va plus loin que ça. Othello empêche toute intervention alors que des enquêtes parallèles ont besoin d'inspecter chez Dutroux, justement pour ne pas griller l'opération. Or, c'est la police qui est saisie de l'affaire de la séquestration d'adultes qui vaudra à Dutroux son emprisonnement en 1995. Pourtant, les gendarmes refusent de communiquer sur Othello. Conséquence, la police n'est pas mise au courant que Dutroux est soupçonné d'enlèvement d'enfants. Et cette information aurait pu compter. Un détail d'importance, l'une des plaques volées de la voiture utilisée par Dutroux a été vue sur un véhicule appartenant à son ami Michel Lelièvre, véhicule qu'on aurait aussi aperçu sur la bande d'arrêt d'urgence de Grasse-Ologne, juste en dessous du pont où Julie et Mélissa ont disparu. C'est pas fini, cette plaque a été volée à la propriétaire d'un hôtel devant lequel Anne et Effieux ont été vus la nuit de leur enlèvement et connu pour ses activités illicites. Résultat, les pièces du puzzle existent, mais elles ne se touchent jamais. Et les jours passent dans ce genre d'affaires, je le rappelle, chaque minute est une chance de survie en moins. C'est ça, Othello. Une machine qui devait protéger des enfants et qui, par sa logique d'observation à rallonge et son cloisonnement, a surtout protégé celui qu'elle filait. C'est le manque de communication sur l'opération qui en a fait un tel échec. En résumé, ils ont observé, mais ont tourné le regard. Mais pourquoi ? Pour beaucoup, ça manque de sens. Comment un gendarme aussi formé a pu passer à côté ? A-t-il vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû ? Et surtout, comment se fait-il que les enregistrements vidéo aient disparu ? Les questions restent en suspens, mais la sensation est la même. Des mois de surveillance qui n'ont servi à rien. Othello est suspendu le 25 janvier et la juge, toujours tenue à l'écart. Le 5 novembre 1995, autre scène qui aurait pu mettre la puce à l'oreille. Dans un chalet lié à Bernard Weinstein, le complice retrouvé enterré de Dutroux, des policiers débarquent sur toute autre chose. Un dossier de vol et de séquestration d'adultes. Ils tombent sur une cassette audio déjà engagée dans un magnétoscope, des extraits de JT et des flashs radio au sujet de Julie et Mélissa. Aucun lien avec leur intervention du jour, pense-t-il. La cassette reste là, pas de procès verbal utile pour l'autre enquête, pas de passerelle. Et si avec ça, non. Il y a aussi, et c'est pas des moindres, la mère de Marc Dutroux qui confie ses craintes à propos des déviances de son fils, des renseignements sur Michel Lelièvre, des filatures d'enfants signalées par un policier qui ne sont pas pris en compte. Tout était là, prêt à être assemblé. Vous êtes en contact encore avec votre fils ou pas ? Non, Pas du tout. Depuis combien ? Des années. Pourquoi, madame ? Parce que nous n'avons pas le même caractère, ni la même façon de voir les choses, c'est tout. Autre histoire qui va profondément altérer la confiance des parents avec les enquêteurs, le cas Jean-Louis. Au printemps 1996, alors que Dutroux court toujours et qu'il s'apprête à kidnapper Sabine puis Laetitia, un certain Jean-Louis S. se vante d'avoir hébergé Julie et Mélissa. Il aurait même exhibé des photos des petites et le t-shirt orange de Mélissa. Cette histoire n'a pas été validée officiellement, mais c'est ce qu'ont rapporté les parents.
Les témoins préviennent directement les parents. Les Russo, les parents de Mélissa, viennent pour écarter une énième fausse piste, mais en arrivant, ils aperçoivent par la fenêtre un t-shirt qui ressemble, à s'y méprendre, à celui de leur fille. Ils appellent immédiatement la police qui attend avec eux le retour de l'homme, mais comme il tardait, elle repart comme si de rien n'était, laissant les parents des petites filles seuls et désemparés. Eux n'abandonnent pas, ils restent, et quand le fameux Jean-Louis se pointe, il lui tombe dessus. Après un échange assez mouvementé, il récupère le t-shirt. Une preuve? Peut-être pas, mais un indice suffisant pour que la police puisse fouiller. Eh bien non, ils en feront rien. Et la juge en charge non plus. Les familles continuent et se rendent chez Jean-Louis à nouveau, et ce qu'ils trouvent sur place est effrayant. Beaucoup de photos d'enfants, des vidéos particulières de nourrissons, et un écrit qui signale qu'il a pris sur ses genoux la petite Julie à l'été 95. Croyez-le ou non, cette piste n'a jamais été exploitée. Et ce pour une raison précise, on ne croit pas à un réseau criminel, mais à un individu isolé. Et tout ça là, c'est qu'une petite sélection de tout ce qui est passé au travers. Et même en lisant 3 livres sur les enquêtes, on a la sensation d'être face à un puissant fond. Pendant presque 1 an, des morceaux d'enquête ont circulé en parallèle. Le jour où l'on assemble enfin ces morceaux, les portes s'ouvrent. À temps pour Sabine et Laetitia, trop tard pour Julie et Mélissa, Anne et Effieux. Et c'est là que naît ce que l'on appellera l'après du trou. La conviction largement partagée que l'affaire n'est pas seulement un crime, c'est aussi un échec d'État. Des cloisons, des égos, des silences. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a l'impensable. L'évasion. Madame, monsieur, bonsoir. Un véritable coup de tonnerre, une information à peine croyable. Marc Dutroux s'est évadé du palais de justice. Le 23 avril 1998, à Neufchâteau, alors qu'il est sous escorte, Marc Dutroux désarme un policier et prend la fuite. Course folle, panique nationale, pendant un peu plus de 3 heures, l'homme le plus détesté du pays disparaît des radars avant d'être repris par un garde forestier. L'humiliation est telle que 2 ministres, Justice et Intérieur, démissionnent dans la foulée. Un symbole des plus cruels d'un système débordé à tous les étages. À l'été 1996, quand le pays découvre au fil des perquisitions l'horreur et les ratés, les bougies s'allument sur les rebords des fenêtres, des rassemblements spontanés s'organisent dans des centres-villes encore incrédules, on crie pas, on serre les mâchoires, la colère ici s'habille en blanc. Le point de bascule, c'est l'automne. Le juge Jean-Marc Conroth, magistrat respecté de l'enquête, est écarté à cause de l'affaire Spaghetti. Il a été vu à un repas de soutien aux petites Julie et Mélissa, une décision vécue comme une gifle par des familles déjà broyées par l'attente. La réaction est immédiate, massive, historique. Le 20 octobre 1996, Bruxelles devient une marée humaine. Environ 300 000 personnes de tous bords et de tout horizon, familles, enseignants, ouvriers, fonctionnaires, étudiants, banquiers, chercheurs, sont tous là. La foule est calme, les pancartes sont sobres, tous disent la même chose, plus jamais ça. Cette marche blanche, organisée à l'initiative des parents des enfants disparus, s'adresse autant aux coupables qu'aux institutions. Protéger les enfants, réparer la justice, reconstruire la confiance. Le pays marche dignement et se regarde en face. Je vous remercie beaucoup. Ik bedank iedereen. Ce jour-là impose un récit commun, la compassion n'exclut pas l'exigence. À la tribune, les familles parlent simplement
demande des actes, pas des symboles. Dans les semaines qui suivent, une commission d'enquête parlementaire se met au travail, radiographie les défaillances et pose les jalons des réformes. Futur parquet fédéral, exécution des peines mieux encadrées et surtout une refonte en profondeur des forces de l'ordre qui débouchera sur la police intégrée et l'ancienne gendarmerie disparaît. La marche blanche n'a pas été un cri dans le vide, elle a forcé l'État à se bouger. La mobilisation déborda dans la rue, des collectes s'organisent, des écoles montent des journées blanches, des associations se structurent. De ce mouvement sortira une institution durable, Child Focus, la fondation pour les enfants disparus et sexuellement exploités, créée en 1998 pour faire le trait d'union entre familles, police et parquet, et traiter les signalements 24 heures sur 24. C'est le père de Julie qui l'a fondé. Là encore, l'idée vient du terrain, rendre la machine plus rapide, plus lisible, plus humaine. L'indignation ne s'éteint pas avec le temps, elle se réactive à chaque faux pas institutionnel. 25 ans plus tard, le pays commémore encore ce dimanche d'octobre, non pas pour le goût de la nostalgie, mais parce que cette marche a retourné l'ordre des choses. Les citoyens ont rappelé à l'État que la protection des enfants n'est pas une promesse, c'est un devoir. Et qu'une démocratie se mesure à la façon dont elle répare ses fautes. La Belgique a marché en blanc, elle a surtout appris à ne plus fermer les yeux. Le 1er mars 2004, le procès le plus attendu de l'année s'ouvre à Arlon. Dans cette petite ville belge, c'est l'effervescence. Il y a des journalistes absolument partout, des magistrats dans les cafés, des voitures de police et de gendarmes dans les rues. Bref, Arlon a perdu son calme. Dans le box, Marc Dutroux, son ex-épouse Michèle Martin, Michel Lelièvre et Michel Nioul. Tous considérés comme complices. L'affaire cristallise 7 ans d'indignation publique et une attente très lourde. Les acteurs de ce procès le savent, ils vont vivre un moment historique. La mécanique judiciaire se met en marche, méthodique, sous le regard des familles de Sabine et de Laetitia. Chacun est prêt à affronter le démon, tous en attendent beaucoup. Le palais de justice paraît minuscule pour un tel séisme. Les couloirs sont étroits, la salle déborde, on a improvisé des espaces, serré la sécurité, tout le monde se ferait un passage. On sent une promesse tacite, plus rien ne doit dérailler. Pas ici, pas maintenant. Les jurés s'installent, la présidence donne le rythme, les microphones grésillent par moments, mais l'essentiel est là, faire justice. Au procès, on refait le portrait de Marc Dutroux. Né en 1956, il connaît une enfance un peu difficile. On parle notamment d'un manque d'amour de ses parents, puis très vite, il bascule du mauvais côté. De nombreuses dérives, et à l'âge adulte, il devient électricien de formation, mais en parallèle arrivent les premières condamnations pour enlèvement et abus, ainsi que la libération anticipée qui restera comme un angle mort de l'État. Pendant les années 90, il devient méthodique. Propriétaire de maison, bricoleur d'abris, obsessionnel de caves qu'il cloisonne et transforme, son monde est compartimenté. Au sous-sol, l'horreur, à l'étage, la vie courante. À l'étage, la vie bien rangée avec Michèle Martin et leurs enfants. Enfin, du moins, en apparence. À la barre, ce portrait se dessine nettement. Un prédateur qui calcule, avance par petites touches et s'organise. Il aime manipuler, il aime consoler. Pendant le procès, il montrera tous ses visages, mais dès le premier jour, il donne le ton. Il s'endort dans le box des accusés, comme s'il n'était pas concerné. La cour le comprend, Dutroux ne sera pas l'accusé le plus facile. Face à lui, les survivantes restent dignes et racontent leur calvaire. Sabine Dardenne a maintenant plus de 20 ans, elle parle sans détour, hyper précise, chronologique, la tête très haute. Elle donne des heures, des portes, des bruits de pas, reconstitue l'espace du cachot, explique comment on survit à l'intérieur. Mais surtout, elle parle de l'emprise, des mensonges de Dutroux, car dans l'horreur, ce qu'elle retient le plus, c'est pas la cave exiguë, c'est ça. C'est le psychologique. La cour est silencieuse, l'enfer qu'elle décrit en traumatisera plus d'un. La vérité des victimes s'impose, nue, imparable. Dutroux, lui, ne bouge pas.
Michel Martin, par contre, exprime ses regrets, essaie de toucher la corde sensible. Son apparence banale, les cheveux longs blonds qui en font Madame Tout-le-Monde, la rendent encore plus antipathique. Comment une mère de famille, institutrice qui plus est, a pu faire ça? Elle cherche le regard de Sabine puis lui demande pardon. Sabine refuse. Dans la salle, c'est net, presque physique, demander pardon n'efface pas l'essentiel. Personne n'oublie que sans Michel Martin, Dutroux n'aurait pas pu autant commettre de crimes. La frontière entre la normalité en surface et l'indicible sous terre devient le symbole du dossier. Mais sa complicité n'est pas que passive. Michel Martin a œuvré aux enlèvements. 2 touristes irlandais racontent qu'une nuit d'août 1995, ils ont ramené Dutroux seul chez lui. Arrivés chez les Dutroux, les 2 sont surpris de voir l'homme repartir de sitôt et les laisser avec sa femme. Ce soir-là, c'est celui de l'enlèvement de Effieux et Anne. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'à ce moment-là, détail qui interpelle, Michel Martin note la plaque d'immatriculation des 2, comme si elle cherchait à créer un alibi à son mari. Évidemment, il ne tient pas, et pire, incrimine Michel Martin. Les autres co-accusés passent aussi à la barre. Michel Lelièvre, c'est la petite main de Dutroux. Toxicomane, il admet des coups de main et sera condamné à 25 ans pour son rôle d'acolyte. Michel Nioul, lui, homme d'affaires bruxellois au réseau très important, a longtemps été soupçonné d'un rôle pivot. Au procès d'Arlon, il n'est pas condamné pour les enlèvements, mais prend 5 ans pour association de malfaiteurs et trafic de drogue. L'un des moments centraux du procès, c'est la visite de la cache à Marcinelle par la cour. Le matin, jurés, avocats et magistrats se rendent dans la maison de l'horreur. L'ambiance est particulière, le procès dure depuis des mois et tous ont le sentiment qu'ils s'apprêtent à mieux comprendre l'affaire et les conditions de séquestration des filles. Mais quand ils sortent les uns après les autres, leurs visages ont complètement changé. Ils sont fermés, durs. On ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi odieux, hein. C'est tout. Certains pleurent, mais tous restent silencieux. Tous ont vu, tous se rappelleront de l'exiguïté et tous n'ont pas pu tenir plus de 2 minutes. Tous se rappelleront du jaune et sur un des murs, un nom écrit, Julie. Puis vient le temps des plaidoiries. Les parties civiles parlent des enfants, des familles, de la promesse due par la justice. La défense essaie de desserrer l'étau, de fractionner la responsabilité, d'ouvrir des interstices de doute. Pour eux, Dutroux n'était pas seul et le procès n'est pas viable car il condamne la vérité. Dutroux ne sera pas un meurtrier isolé, il montre des pistes inexploitées, les incohérences, les manquements judiciaires. Mais rien n'y fait, la Belgique a son coupable, il faut maintenant faire justice. Je condamne Marc Dutroux à la réclusion à perpétuité. Le verdict tombe, net, Marc Dutroux est reconnu coupable des rapts, séquestrations, abus et des assassinats. Il prend réclusion à perpétuité. Michel Martin, elle, est condamnée à 30 ans. Dans la salle, il n'y a pas de triomphe. Il y a un souffle court, celui d'un pays qui clôt enfin le dossier judiciaire tout en sachant que rien n'efface ce qui a été vécu. Vous vous en sortez quand même mieux que la plupart de vos victimes qui ne font plus partie du monde des vivants. Arlon retrouve le silence, lentement. La Belgique, elle, garde la cicatrice. Les parents, eux, ne sont pas convaincus. Il manque des pièces du puzzle. La justice a peut-être condamné, mais elle n'a pas fait la lumière sur l'intégralité du dossier. Dutroux a été jugé, mais pour eux, la justice le devrait aussi. Elle est responsable, car sans la libération de Dutroux, leur fils serait là. Sans les enquêteurs qui cherchaient des corps et non pas les filles en vie, elle serait peut-être là. Ma fille Anne qui est morte, oui, en mémoire, elle a été là tous les jours. Et je crois qu'elle peut être très fière. Merci.
Sans un système rouillé, l'enquête ne serait pas aussi floue et il n'aurait pas eu à se battre contre les autorités. L'arrière-goût reste amer. Parce qu'en effet, ce que je me suis bien gardé de vous révéler de suite, c'est toutes ces pistes périphériques écartées ou non exploitées et qui posent question. Pas sur la responsabilité de Dutroux, il fait aucun doute qu'il est coupable et il a été condamné pour ça, mais sur le fait qu'il était seul ou non. Aimé Bille est persuadé que Dutroux n'était pas que le haut de l'iceberg. Aimé Bille, c'est un ex-gendarme écarté du dossier. Il a d'ailleurs été accusé à tort de fautes pour lesquelles il a été ensuite blanchi, mais jamais on ne lui a redonné l'affaire. Jamais. Dans l'enquête Assassinée, il décrit une mécanique qui s'enraye de l'intérieur. Des informations cruciales concentrées dans des cellules fermées, des auditions non exploitées, des perquisitions incomplètes. Il met en lumière des trous procéduraux. Il parle notamment d'une affaire liée à Nioul, celle des témoins X. À partir de 1996, plusieurs femmes, dont la plus connue X1, Régine Alouf, livrent des récits d'abus organisés, dont je vous donnerai pas les détails parce que c'est un peu trop difficile. Mais globalement, c'est des histoires de meurtres d'enfants, de groupes, de réseaux immenses de prostitution de mineurs, et parmi les clients se cacheraient des grands noms. Et c'est sûrement là que réside une des clés de l'affaire Dutroux. Pourquoi tant d'auditions écartées, de gendarmes évincés dès qu'ils fouillent un peu trop? Et s'ils avaient trouvé des liens évidents entre les accusés et certains magistrats? Qui étaient impliqués? La Belgique s'enflamme, dans la presse, les gros titres sont plus accusateurs les uns que les autres, mais très vite, le ton change. La commission parlementaire conclut que tout ceci n'est qu'une vaste machination. L'appareil d'État se referme sur la thèse de l'agresseur isolé. Pourtant, les aveux de ces témoins X ne semblent pas complètement infondés. Ils ont même permis de relancer une autre affaire, celle de la champignonnière. Une jeune fille tuée et retrouvée dans une champignonnière et pour laquelle l'enquête avait été clairement bâclée. Parents non interrogés, pas d'analyse, rien du tout. Et surtout, un magistrat impliqué. L'instruction s'avère être l'ancien beau-frère de Nioul. À ce titre, il n'aurait pas dû prendre ce dossier. Pourtant, il l'a gardé, et pire, d'après Aimé Bille, il a tout fait pour entraver son instruction. Nioul soupçonné, de lui à Dutroux, il ne peut y avoir qu'un pas. Peu importe la crédibilité, les confidences de Régine Alouf permettent de rouvrir le dossier. Cette thèse, elle sera longuement mentionnée lors du procès, mais elle finira classée dans les pistes et affaires périphériques. Circuler, il n'y a rien à voir. Viennent enfin les pistes restées en plan. Je vous ai déjà parlé du cas de Jean-Louis Hess et son t-shirt de Mélissa, des photos d'enfants et des écrits inquiétants, l'hôtel devant lequel les filles ont été vues la nuit de leur disparition, réputé pour ses à côté, les cassettes à connotation criminelle et les somnifères saisis sans suite utile, la mèche de cheveux oubliée sur un bureau et jamais analysée. Chacune, prise séparément, n'emporte pas la conviction. Ensemble, elles posent la vraie question: pourquoi si peu de jonctions? Pourquoi autant de micro-pistes n'ont-elles jamais été intégrées, traitées, testées, invalidées proprement ou suivies jusqu'au bout, plutôt que laissées en jachère au risque de nourrir le soupçon public? Rien ici n'affirme des vérités ultimes, tout rappelle en revanche ce que cette affaire a révélé du système. Une culture du cloisonnement, une méfiance interservices, des procédures qui protègent l'enquête jusqu'à l'étouffer. Pourtant, malgré toutes ces zones d'ombre, la justice a choisi la thèse du pervers isolé. C'est celle qu'a aussi maintenue Sabine Dardenne, qui a longtemps affirmé qu'elle n'avait vu personne. Pendant ces 81 jours, vous avez vu quelqu'un d'autre que Marc Dutroux? Non. Michel Martin, sa femme? Le propos, c'est pas de dire qu'il y avait forcément un réseau, on n'en est pas sûr, mais ce qui est certain, c'est que toutes les pistes n'ont pas été exploitées, et c'est bien ça qui fait de l'affaire Dutroux l'un des plus grands moments de rupture entre les Belges et leur État. 30 ans après la disparition des petites, le sentiment reste le même. On ne nous a pas tout dit, et le mystère Dutroux est loin d'être officiellement résolu. Beaucoup espèrent qu'en disparaissant, les acteurs qui ont fait de cette affaire un scandale étatique voudront se soulager et diront leur vérité. Mais d'ici là, on ne peut qu'attendre et spéculer. Aujourd'hui, à la place de la maison, il y a un petit jardin tranquille, fermé par des murs de briques.
On entre, on marche sur un sol simple, avec un peu de verdure, rien d'extravagant, juste un lieu pour se recueillir. Sur un mur, on retrouve le dessin très poétique d'un enfant au cerf-volant, rappel de l'image qui couvrait l'ancienne façade. Sous nos pieds, on devine les caves, invisibles mais présentes. Comme un rappel silencieux, le mémorial s'appelle Entre terre et ciel, un nom sobre et significatif. La maison de Marcinelle a donc été rasée, mais ce qu'elle a abrité continue d'habiter la Belgique. De cette cave, il est resté une peur dans les rues et des réflexes nouveaux. En résumé, on s'inquiète. L'État, lui aussi, a dû se regarder en face. Le droit belge a bougé, de grandes réformes ont eu lieu, dont la plus importante, je l'ai évoquée dans mon récit, celle de la refonte des forces de l'ordre. Reste la traîne du dossier, des cicatrices, des zones d'ombre et un nom qui revient encore au greffe. Aberration, voire insulte pour les Belges, Marc Dutroux a demandé sa remise en liberté à plusieurs reprises. Heureusement, tout a été refusé. Mais le 5 juin dernier, son avocat déclarait qu'il était complètement inoffensif et qu'il continuerait à se battre pour que son client ait les mêmes droits que les autres et puisse sortir. La question qui se poserait à la population et surtout aux politiques belges est de savoir si la prison met en place les outils nécessaires à la réinsertion des condamnés. Il voudrait au moins qu'il soit sorti de son régime spécial qui l'empêche de côtoyer les autres détenus. Pour beaucoup, l'argument n'a pas de poids. S'est-il soucié, lui, il y a de cela 30 ans, des droits de ses victimes? La Belgique n'est pas prête à voir ressortir Dutroux de la cage dans laquelle on l'a condamné. Par contre, Michel Lelièvre et Michel Martin ont été libérés en 2019 et 2022. J'ai pas trop voulu fouiller sur ce qu'étaient devenus Laetitia et Sabine, parce qu'il y a une partie de leur vie qui a quand même déjà assez été exposée et ne leur appartient quasiment plus. J'ai juste que Sabine a écrit son livre, Sa vérité, et pour Laetitia, j'ai vu qu'elle aurait une vie de famille tout à fait normale, loin de l'enfer de la cache. Une chose reste, c'est l'émotion. Je vais pas vous le cacher, quand on a fait la recherche pour cette vidéo, on a plutôt serré des dents. L'affaire Dutroux, c'est 45 000 pages de dossiers, des articles de presse à n'en plus finir, et dans lesquels chaque page peut révéler des degrés d'horreur qu'on n'imaginait même pas. Alors, cette vidéo, peu importe les hypothèses, les conclusions officielles, fallait que je la fasse parce que se souvenir de ce qui s'est passé devrait être un devoir, vous savez, je le dis très souvent dans mes vidéos, et ça, même de l'autre côté de la frontière. Alors, en espérant que plus jamais il n'y ait de Mélissa, Julie, Effieux, Anne, Sabine et Laetitia. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me permets de remercier toute mon équipe qui bosse avec moi. Les crédits vont arriver à la fin de la vidéo. C'est grâce à eux qu'on arrive tous ensemble à faire ce travail pour vous proposer les meilleures vidéos possibles. Je vous rappelle que les vidéos sont aussi disponibles en format podcast sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Les liens sont en description. Je remercie encore une fois Emma d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle mon code NEOXY pour avoir moins 10% sur les promos déjà actives. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour en profiter. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était NEOXY.